échanger, si vous le voulez bien, et pour toutes vos questions sur ce débat d'orientation budgétaire présenté en état. Merci. Alors, débat s'il y a, hein, parce que si je ne pense pas que ce soit toujours la première question la plus difficile, mais allons-y. Qui veut commencer? Oui, monsieur Platon. Oui, donc l'année dernière, on a augmenté la taxe foncière, enfin, les impôts locaux pour arriver à maintenir un budget de fonctionnement à l'équilibre. Et cette année, donc, on s'aperçoit que finalement, on a réussi plus que l'équilibre, largement, puisque l'épargne nette est passée de 954 000 € à 1,9 million. Donc on a fait une économie d'1 million supplémentaire par rapport à l'année d'avant. Voilà, donc c'est ma remarque et je m'interroge sur... Alors, j'ai des explications, et je ne les ai pas toutes, hein. J'ai compris que là-dedans, ça pouvait s'expliquer par exemple par le poste sur les finances non pourvues, qui était provisionné et qui, comme il n'a pas été pourvu, on n'a pas dû penser. J'ai compris que peut-être l'amortisseur énergie n'avait pas été... Enfin, on l'avait sous-estimé, donc ça a fait des économies. J'ai remarqué que dans le budget, on provisionne, alors c'est marrant parce qu'on provisionne une charge exceptionnelle de 340 000 € pour et on le provisionne dans le budget de fonctionnement. Alors que c'est une charge plutôt d'investissement. Bon, ça non plus, on n'a pas eu à le payer, au moins l'année dernière. J'espère qu'on n'aura pas à le payer non plus cette année. Mais bon, ça ne me fait quand même pas le total du 1 million que je cherche. En fait, alors, est-ce qu'il y a... Où c'est le reste? Alors, monsieur Platon, je l'ai redit au début, on n'est pas dans le budget. On est dans l'Europe, on est dans les orientations budgétaires. Et ce qu'on donne ici n'est pas dans la fine couture du budget et du CA. Donc vous retrouverez sûrement ces chiffres dans le CA. Nous, en fait, c'est le propre d'un budget. C'est que nous cherchions, et on l'avait bien dit dans le débat d'orientation budgétaire de l'an dernier, avec la crise énergétique, toutes les crises ajoutées, nous cherchions le million de fonctionnement. Et si nous n'étions pas allés, alors vous semblez dire, mais peut-être que j'interprète vos propos, vous semblez dire que parce qu'on est allé sur la fiscalité, on a ce 1,2 million, et finalement on a 1,9 million, et c'est là qu'on aurait pu, j'extrapole en disant on aurait pu ne pas y aller. Non. En fait, le raisonnement dans ce sens est faux. C'est parce qu'on augmente cette fiscalité raisonnablement au vu des autres communes, etc. C'est pour ça que je vais vraiment rajouter le tableau des taxes de la fiscalité du pays salonais pour avoir en fait cette possibilité d'autofinancement et pouvoir investir. Et ce que je voudrais répondre dans votre question, c'est qu'on a, et on peut s'en satisfaire, un très bon résultat de 2023, puisqu'on le bascule et on le met dans l'autofinancement potentiel. Attention, potentiel, ce mot est très important. On peut le faire parce que aussi, on a un budget annualisé, mais on n'a pas des travaux ou des engagements et des projets qui, eux, sont annualisés. Donc on peut commencer quelque chose qui sera payé l'année d'après ou qui est en partie payé et qui n'est pas. Et donc en fait c'est très important qu'on soit dans cette logique-là parce que l'année où les investissements, on arrive à 6 millions d'euros, eh bien il le faut bien cette réserve et cet autofinancement. Cette année, vous verrez, après dans le budget, comme on a fait
pas mal d'études, qu'on a commencé les travaux, qu'on a commencé les projets, on n'est pas sur un investissement très important. Ce qui nous apporte aussi une certaine souplesse et confort pour l'année 2024, où les études sont faites et où bim, tout est lancé et il va falloir payer. Donc, et au budget, on apportera aussi le plan pluriannuel parce que en 2024, on va commencer peut-être certaines études qui amèneront des travaux en 2025, 2027 et 2026 et même 2027. Donc du coup, ce plan pluriannuel, il va être présenté en ce sens. Et en tout cas, on sera toujours obligé quand même de faire des choix. Et ces choix, on les reprend dans nos 4 axes: environnement, économie d'énergie, et puis après, le choix. Voilà. Oui, j'ai répondu à votre question. Un peu à côté, mais c'était intéressant quand même. Moi, ma question, c'était où finalement les économies qu'on a fait en fonctionnement, j'en ai ciblé quelques-unes, mais pas toutes. Et c'était un peu la question. Voilà, vous l'aurez aussi. Mais sinon, merci pour les engagements pluriannuels, parce que moi, j'ai toujours jugé ça fondamental, et jusqu'à présent, on n'a pas eu dans cette mandature. Une autre question, c'est un peu la même, mais c'est côté investissement. On avait prévu 6,8 millions, on a réalisé 1,6 million. Et finalement, je m'interroge sur est-ce que c'est un problème de capacité opérationnelle à faire ce qu'on a prévu? Est-ce que c'est d'autres, il y a des provisions, par exemple, pour des acquisitions foncières. Bon, ça se fait pas, ça se comprend, mais il y a une telle différence entre le budget prévisionnel et le réalisé. Il faut des explications. Voilà. Oui, mais les explications, elles sont faciles à donner. Parce qu'en fait, on est toujours très ambitieux sur l'investissement qu'on veut faire. Et on priorise des actions. Après, il y a la réalité de terrain. Et la réalité de terrain, c'est que voilà, il y a des études à faire, je le disais, les exigences des financeurs, elles sont très fortes là-dessus. Donc on va reprendre des études, on va peut-être commencer quelque chose et on ne va pas mandater et le payer tout de suite parce que c'est pas fini. Je prends par exemple le toit de l'église, hein, la toiture de l'église, hein, 480 000 €. Ça fait 2 ans qu'on le programmait, on était sur les études, c'est dans l'année 2024 qu'on va le payer. Donc tout est explicable comme ça. Il y a donc le temps du chantier, le temps des études et le temps du paiement. Après, vous avez raison, il y a la capacité des services à tenir ce volume d'investissement. Et si on n'a pas et c'est pour cela qu'on a équipé aussi nos services techniques de N-2 en chef de mission pour avancer sur ces projets. Mais si on n'a pas non plus un accompagnement extérieur pour réaliser cela, en interne, c'est vrai que c'est difficile d'aller jusqu'à 6 millions d'investissements par an parce que on n'est pas staffé pour. Voilà. Il y a les deux. Il y a ce qu'on avance qui n'est pas sur le temps annuel, et puis après il y a la capacité de la commune. Je comprends tout ça. C'est pour ça que la programmation pluriannuelle permet d'avoir une visibilité, parce que sinon, on annonce une année 6,8 millions et puis on fait 1,6 million, alors que finalement, on sait qu'on ne pourra pas le faire. C'est un peu la sincérité du budget qui est en jeu. D'une certaine façon. Non, on n'est pas dans la sincérité du budget, mais en fait, on ne peut pas non plus faire. On annonce au même porté qu'on va faire ceci, cela. Oui, mais on le sait, mais en plusieurs temps. Voilà. Mais ça s'est bien annoncé sur plusieurs années, pas pour l'année prochaine. Après, je vais prendre la maison des associations, où nous avions fait des APCP. Vous vous rappelez? Eh bien, les annonces des APCP, elles sont déjà dans cette pluriannualité. Parce que sur les gros investissements, on ne peut pas dire 3,5 millions en une année. On a fait la PCP sur 3 ans, puis on sait qu'on peut après le faire. On fera pareil.
Mais on le fait ça pour les gros investissements. On ne va pas faire des APCP pour des projets qui vont mettre peut-être 2 ans aussi, mais qui sont programmés comme ça. Monsieur Faro. Madame le maire, vous affirmez que, comme pour les années précédentes, l'équilibre du budget reste dépendant de la section de fonctionnement. Mais cela reste votre vision, vos choix. L'équilibre d'un budget s'établit grâce à la volonté publique d'une saine gestion, et ici, nous sommes inquiets. La section de fonctionnement est aussi importante que celle d'investissement, et en outre, il est étrange d'affirmer qu'on agit sur les deux, alors qu'il semble que votre budget sacralise la masse salariale, en particulier l'encadrement, qui ne cesse d'augmenter. Plutôt que de travailler dessus, vous avez choisi la facilité de la hausse de la fiscalité. Et vous poursuivez avec une politique de projet sans vision à long terme, sans cohérence de développement réfléchi. Votre conclusion à ce débat indique que quelque chose a été rétabli. Mais quoi? Quelque chose a-t-il été perdu, qu'il faille le rétablir? Voulez-vous parler de l'équilibre de votre budget? Mais si on annulait virtuellement la hausse spectaculaire des impôts de 2023, où Malmort était la 4e commune de France selon les Parisiens, nous aurions quand même vu notre capacité d'autofinancement croître dans vos projections. En fait, selon nous, vos choix ne sont pas raisonnables. Et l'orientation budgétaire que vous nous proposez depuis 2 ans, c'est elle qui dérape. Vous parlez d'économies qui doivent être recherchées pour maintenir le service public, nous y sommes favorables. Mais les investissements que vous proposez, la maison de santé, avec la destruction et la reconstruction de biens acquis très chers par la commune, les investissements dans le domaine du wagon, entre autres, et on en a vu encore quelques-uns ce soir, tout cela va provoquer, selon nous, une dérive des comptes publics qui va être difficilement supportable pour notre commune. Vous le savez, nous proposons des alternatives crédibles à vos choix et nous continuerons à les faire entendre. Nous espérons vous faire entendre raison. On peut faire mieux avec moins d'argent public dépensé. Pour résumer, pour nous, votre orientation budgétaire, c'est l'augmentation des impôts en 2023 pour augmenter les dépenses dans les années qui viennent et pour in fine augmenter l'endettement communal. Nous dénonçons cette spirale mortifère, selon nous, pour la commune, qui va nous engager sur 15 ans sur une mauvaise pente. Votre vision ne donne pas la nôtre. Et nous tenons à partager avec vous notre opinion. J'ai dit. Alors, nous savons, M. Faro, que nous ne sommes pas sur les mêmes visions. Vous avez préparé votre intervention. Vous préférez que votre intervention soit un petit peu plus spontanée et naturelle, mais en tout cas, nous n'avons pas la même vision. Et lorsque vous dites que vous êtes inquiet, lorsque nous n'avons pas une saine gestion, lorsque nous explosons notre masse salariale, nous n'avons pas de vision à long terme, moi je me porte en faux à tout ce que vous dites. Parce que vous oubliez le réel et la crise que nous avons traversée. Je l'ai dit et je l'ai redit, il n'était pas facile d'augmenter les impôts, elles n'avaient pas été augmentées depuis 2009. Nous l'avons fait en toute responsabilité et je voulais aujourd'hui, dans ce propre, expliquer ce que ça a apporté et ce que ça pourrait permettre, etc. Mais pour autant, nous avons continué à faire les économies et une bonne gestion de nos finances et de ce que l'on gère. Donc, quand vous me parlez d'alternatives crédibles, moi je ne la vois pas, je suis désolée, vous êtes dans l'opposition, systématiquement dans l'opposition, et vous n'apportez rien, à part secouer le chiffon rouge et dire sans arrêt que vous êtes inquiet. Lorsque nous faisons un choix de maison de santé, nous le faisons parce que c'est nécessaire. Malmort sera un désert médical si nous ne prenons pas en charge cette maison de santé. Lorsque nous faisons une vision au niveau du personnel avec une structuration et du personnel, il faut quand même savoir que nous ne sommes pas pléthore de personnel. Je pense que
tout le personnel et les agents publics qui travaillent pour la commune seraient, comment dire, quand même affectés de vous entendre dire que c'est exagéré et que la masse salariale explose à même temps. Non, nous n'avons pas de pléthore de personnel. Nous avons structuré les équipes et lorsque je demande un poste d'espace vert supplémentaire et de propreté, c'est parce que c'est réellement nécessaire. Et les économies, où est-ce que nous allons les chercher? Non pas sur ce personnel qui donne tout ce qu'il a et qui travaille d'arrache-pied à un service public maximum, mais nous allons le chercher dans l'investissement pour que nos bâtiments ne soient pas des passoires thermiques et nous coûtent une fortune en énergie. Voilà, en eau, en électricité. Nous avons changé les chaudières fuel de Joliot-Curie. Nous sommes sur des pompes à chaleur. Voilà, donc je pense que nos choix, ils sont raisonnables et ils sont réfléchis et ils sont travaillés. Et que nous sommes une équipe à mener ça et à mettre ce qu'il y a. Maintenant, vous, voilà, on n'a pas la même vision et vous n'êtes pas du tout dans les alternatives crédibles. Bien évidemment, nous n'avons pas la même vision des choses. Évidemment, la spontanéité elle va en priorité pour les mal-montés qui ont subi des hausses d'impôts épouvantables de votre part et qui, pour finir les fins de mois, ont eu un petit peu plus de mal que d'habitude, en particulier des personnes qui n'ont que leur résidence principale et qui ne roulent pas sur l'or. Donc, concernant la spontanéité, je n'ai pas de leçon à recevoir de votre part. Je vous remercie. Concernant la maison de santé, moi, il y a une chose qui m'étonne dans cette histoire, c'est que vous vous arc-boutez sur le projet actuel et pourtant, il y a quand même une société qui est propriétaire d'un grand terrain sur la commune qui vous a fait une proposition. Donc, où il n'y a pas d'investissement d'argent public nécessaire, oui, pour une maison pluridisciplinaire, à Saint-Canard, ça coûte 10 000 € à la commune par an pour la location des locaux, pour l'ARS. Donc il y a une société qui a pris contact avec vous. Vous avez eu une réunion au mois de décembre 2022 avec cette société. Cette société a l'air de vouloir aller au bout de son projet. Donc, soyez plus clair, M. Farron. Oui, la société 5 Expérience. Vous avez eu une réunion avec eux le 13 décembre 2022. La société 5 Expérience. Voilà. Non, mais attendez, mais vous racontez n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Dans le compte rendu, il y a marqué que cette société était prête à créer un centre médical sur la commune. Non, mais M. Farron, est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Parce que ce serait bien de le dire. Parce que la société 5 Expérience, c'est la société qui a fait l'achat des terrains sur le domaine de Pont-Royal, qui ne sont pas encore passés en fait constructibles sur cette zone artisanale et sur lequel voilà, il n'y a aucune vision de maison de santé à ce niveau-là. Je vous rappelle que nous souhaitons une maison de santé en centre-ville pour dynamiser le centre-ville. Et vous lancez comme ça des éléments dont vous ne connaissez ni le début ni la fin sur des choses qui ne sont pas que ça. Cette société va poursuivre. Le risque qu'il y a pour la commune, quand même, c'est que cette société finisse par attaquer la commune, par gagner son procès. S'ils gagnent leur procès, qu'ils font eux aussi une maison de santé, les revenus de la société, de la maison de santé du centre-ville, ça va être un peu compliqué, parce que 2 maisons de santé sur la commune, donc une qui va avoir un accès difficile, ça va être compliqué. Donc il faut gouverner, c'est prévoir. Donc supposons que cela se produise, qu'est-ce qu'on fait? Mais M. Farron, ce n'est même pas inscrit au PLU. Vous imaginez le travail que vous êtes en train de nous dire sur une deuxième... Alors voilà, quand je dis le chiffon rouge, il est là. En permanence, une deuxième maison de santé va arriver à Malémort parce que Mme Jante refuse à la société sa maison de santé. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. On est dans des hypothétiques aménagements
sur des zones inscrites qui ne sont pas terminées de fin de ZAC sur un domaine de Pont-Royal, et vous le faites comme si c'était demain, ça va sortir. Donc je suis désolée, nous sommes avec envie de ville, sur une dynamisation du centre-ville. Alors que vous soyez contre la maison de santé en centre-ville, ben, dites-le, ou contre la maison de santé totalement, mais en tout cas, on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais votre projet à 10 millions d'euros. Non, mais maintenant c'est 10 millions. Ça augmente à chaque fois. Ça augmente à chaque fois. Comme la maison des associations, 2 millions et quelques, on est à 3 millions 7. Donc, pas de leçon à recevoir de votre part, monsieur le président. Moi non plus, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, monsieur le soi-disant grand homme d'affaires. Allez, c'est noté. Je dois marquer au compte rendu, s'il vous plaît. Oui, ça peut être noté. Si je pouvais avoir le texte, ça serait... Avec grand plaisir. Bon, je pense que voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin dans ce débat et de tergiverser. Alors, pour quand même revenir à la maison de santé, je tiens quand même à vous rassurer que nous n'en sommes qu'à la phase de concours, que nous avons sélectionné, que nous avons eu 64 dossiers et 59 à traiter en commission jury, où d'ailleurs vous n'êtes pas venu, M. Faro. C'est votre choix, mais il faut le savoir quand même. Allez, il faut le dire. Donc, avec souvent, soi-disant, vous travaillez, mais en fait, moi je propose de remplacer s'il ne veut pas. Une journée de sélection de 59 candidats qui ont candidaté pour 3. Je ne suis pas à la retraite, madame Jeanne. Je fais le maximum de réunions et excusez-moi de travailler et de remporter de l'argent. Non, je suis désolée, M. Faro, vous étiez dans la commission d'appel, vous n'y étiez pas, et il y avait d'autres élus qui travaillent aussi qui étaient là. Voilà. Oui, je respecte madame Jeanne, il n'y a pas de souci. À aucun moment je ne déborde dans ce que je dis. Ce n'est pas le cas du tout. Non, mais vous n'étiez pas là, et je peux vous dire, donc je rajoute que nous avons sélectionné 3 entreprises, 3 groupements d'entreprises, et que de ces 3 groupements d'entreprises, parmi donc 59 dossiers, grosse journée de travail, nous aurons un candidat. À ce moment-là, clairement, je tiens à vous dire qu'il y aura des réunions, des points étapes entre nous au niveau des élus, et je l'ai annoncé une réunion publique au mois de juin. Donc, ne me faites pas dire sur la maison de santé plus que ce que je peux actuellement, puisque la visite de ces 3 groupements, ils sont venus et ils auront aussi des propositions à faire, tant sur leur proposition de la maison de santé en correspondant avec tous les besoins et les charges, que démolition partielle, totale, etc. Et c'est vraiment à partir de là que nous aurons un budget, puisque de toute façon il y aura des délibérations sur le CDTE, puisque nous allons devoir au conseil départemental présenter ce CDTE, ici en délibération aussi. Il y aura des APCP, donc vous aurez aussi des délibérations sur ce plan pluriannuel de la maison de santé, etc. etc. Donc voilà, ne mettons pas la charge avant les bœufs, il y a des étapes, et là nous en sommes à l'étape du concours et de tout ce qui est prévisionnel. L'intérêt, me dit Gisèle, pour le jury. Monsieur Sambin. Beaucoup, je réserverai des questions pour le budget. Mais pour revenir sur la charge de personnel à 52,81%, je me posais la question s'il ne fallait quand même pas retraiter un petit peu les chiffres avec les services publics qui sont offerts par des associations dont on finance une partie de fonctionnement. Je pensais à la Vivre-Ensemble. Le CIVU assure aussi du service public. Ça n'apparaît pas dans le personnel direct parce que c'est subventionné, mais si on retraitait tous ces chiffres-là, peut-être qu'en les additionnant aux 52%, surtout si après on a un directeur financier qui va coûter encore de l'argent, on n'y arrive pas aux 58% qui correspondent à notre strate. C'est une remarque. La deuxième chose dans le débat d'orientation budgétaire, on n'a pas parlé, on a dit que sur l'augmentation de l'assiette de la taxe foncière, l'augmentation de 3,90%.
on ne se pose pas la question d'augmenter aussi, parce qu'on n'a pas fait les années passées, on les a fait de manière très modérée, d'augmenter en partie la tarification des services. Les services, ça peut être la cantine, l'entrée à la piscine. Là aussi, il y a de l'inflation. On a toujours essayé, parce que les gens souffrent et tout ça, de maintenir la tarification, mais on est arrivé à un moment, plutôt que d'avoir, alors même si c'est minime, il faut aussi, sans faire payer le juste prix de revient, faire payer une petite augmentation, parce que partout il y a des augmentations et ça me semble logique. Voilà. Alors, en fait, le personnel des associations ne peut pas être comptabilisé dans notre budget. C'est vrai qu'on peut se faire la remarque dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que, comme on le disait, au niveau du CIVU, par exemple, c'est le versement métropole qui est directement impacté qu'on reverse au CIVU pour le fonctionnement de la petite enfance et de l'enfance, la AESH, etc. Vivons ensemble, c'est historique aussi au niveau de leur personnel, sur le périscolaire, etc. Mais ce sont des services rendus par des associations et oui, qu'on accompagne en subvention, hein, mais pas non plus en subvention d'équilibre. C'est-à-dire qu'ils trouvent aussi leurs propres ressources au niveau de la CAF, etc. C'est une façon de fonctionner. Certaines communes, oui, ont fait le choix d'avoir leur propre personnel, d'animateurs, etc. Nous, on fonctionne avec ces associations et je trouve que c'est un bon fonctionnement. À partir du moment où il y a l'autonomie des associations. Si vous vous rappelez, depuis le début du mandat, 2014, j'ai aussi voulu qu'on ait la transparence dans nos associations. Le foyer, par exemple, le senior a été mutualisé. La crèche, dernièrement, a été prise par une autre association. L'Office du tourisme est passé en maison du pays. Donc en fait, pourquoi? Parce que c'était un fonctionnement, on va dire, précédent, où les associations, en effet, palliaient, enfin les associations à caractère très très communal, palliaient à ce mode de fonctionnement. Et là, on n'est pas du tout dans le cas au niveau du syndicat, l'intercommunal pour l'enfance jeunesse, ni de Vivons Ensemble, ni d'Oasis maintenant au niveau de la crèche. Vous verrez à l'attribution des subventions, on n'est pas dans des subventions d'équilibre. Ils sont vraiment dans leur autonomie et leur part d'aller chercher pour fonctionner. Concernant la tarification des services, je sais que Julien est très attaché à ce qu'on ait cette cohérence au niveau des quotients familiales, qu'on a mis sur la cantine, qu'on a mis sur les voyages, etc. Et on est toujours un peu réticent, en effet, à augmenter, parce que ça impacte nos citoyens. Mais je pense que là, par contre, on est juste et on est équitable par rapport aux revenus des familles. Et c'est vraiment une tendance qu'on poursuit s'il y a ce besoin-là. Peut-être qu'augmenter régulièrement, chaque année, nous permettrait en effet de rentrer quelques recettes supplémentaires plutôt que de faire des grosses augmentations. Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser lorsqu'on vote les tarifs. Et c'est vrai qu'on avait augmenté par exemple la salle de location. À partir du moment où on l'a bien augmenté, on a tendance à faire augmenter chaque année. Mais on peut se poser ces questions-là. Mais c'est quand même, on va dire, minime en recettes. Vous l'avez vu, hein, les recettes, autres recettes, et ces recettes d'exploitation, elles sont quand même pas très importantes par rapport aux recettes fiscales de la métropole et locale. L'application des quotients familiaux, ça permet de rétablir un petit peu de justice en fonction des moyens des familles. Mais de là à geler la tarification, il y a un pas où il faut effectivement, même si au bout du bout,
ça rapporte, c'est pas ça qui va faire le million qu'on cherchait l'année dernière. Par principe, il faut le faire. Vous pouvez intervenir dessus. D'autres questions? Oui. J'en suis à la conclusion. Oui. Conclusion. Ouais. Ça va être long alors. Non, sinon, concernant la maison de santé, c'est un projet important pour la commune. Je pense que tous les citoyens qui ont voté pour quelqu'un ont le droit d'être représentés dans les choix qui vont être faits. Voilà. Et donc je regrette de ne pas être dans la commission, dans le jury. Ça me paraît totalement anormal. Et je le répète, je l'ai dit la dernière fois. Alors, parce que le jury était composé de la commission d'appel d'offres et que la commission, vous n'étiez pas la commission d'appel d'offres. Par contre, M. Platon, je redis, il y aura une réunion où tous les élus seront concernés, minoritaires, opposition et majoritaire, et vous faites aussi partie du comité, du COTEC Maison de Santé, puisque je vous ai vu à d'autres réunions, Une fois. notamment par rapport au local commercial. Et oui, une fois, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Oui. Entre-temps, je pense qu'il s'est passé des choses. Voilà. Bon, après, j'attends pas. Je te laisserai conclure après. Donc, par rapport à ce débat, le problème qui se pose, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'affirmations, je trouve, j'entends, des choses qui sont énumérées, mais en attendant la commission, bon, je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On va poser des questions, je reviens à cette maison de santé, quand on voit l'évolution du financière qui a été faite en 1 an, on comprend pourquoi ça évolue, parce qu'il y aura démolition, ce n'était pas envisagé initialement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, on a du mal à se projeter. Thierry en a parlé de planification financière, un vrai projet. On ne l'a pas eu en commission. Je fais référence aussi au pré-programme, parce que ce n'est même pas un programme d'IMOCA. C'est scandaleux. Honnêtement, quand on a ce document, il n'était même pas arrivé lors de la commission, on l'a reçu juste avant de débattre. On le reçoit, on le dit honnêtement, c'est plein de vie. Donc, quand on pose des questions, justement, il n'y a pas de réponse. Parce qu'en fait, moi, sur la maison de la santé dans le centre, pourquoi pas, mais on n'a aucune, à part des affirmations, on n'a pas de démonstration pour pouvoir dire ce projet, il est bien parce que les médecins, parce que les infirmiers, parce que le programme financier, parce que les accès, parce que la sécurité, parce que la conservation, il n'y a rien. Bon, j'ai posé la question, il m'a dit on a travaillé. Donc, ok, mais on n'a toujours rien. On n'a pas de démonstration, quelque chose de structuré, qui aurait dû être représenté par le programme. Maintenant, il y a des candidats. Il y en a 3. Déjà là, ce serait intéressant que l'ensemble du conseil ait un retour sur ces 3 candidats qu'on n'attend pas le mois de juin. Pas de souci. Voilà, je trouve que ce serait pas inintéressant. Mais on est dans le vide. Donc en fait, l'objectif, ce type de projet devrait faire l'unanimité. Et en fait, moi, honnêtement, je n'ai pas d'éléments pour pouvoir me prononcer, tout simplement. Je n'ai pas communiqué, je n'ai pas d'éléments. Non, mais moi, je n'arrive pas. Alors, on est à un débat d'orientation budgétaire. Oui. On cristallise le débat sur une maison de santé, je fais des investissements là-dessus, et je n'arrive pas à comprendre que vous n'intégrez pas. Je vous dis qu'il y a des points d'étape et qu'on en est à l'étape du concours. Et que, franchement, quand vous me dites que c'est scandaleux le cahier des charges par rapport à ce qu'on a vu, non, pas le cahier des charges, le pré-programme. Le pré-programme, mais le pré-programme, si on a eu quand même 59 candidats qui ont répondu au pré-programme et qui rentrent dans les grilles de ce jury qu'on a fait une journée pour en sélectionner 3, c'est que quand même, c'était pas si scandaleux que ça. Parce qu'il n'y a pas eu de problème. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais non, il n'y a pas eu de problème pour les candidats. Donc on en est là. Les architectes, ils se rendent sur site, ils voient le projet, ils savent répondre sans pré-programme. Ils se sont rendus sur site après. Ils ont fait avec. Ils ont eu la visite la semaine dernière. Non mais voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a une attaque en ligne sur cette maison de santé, alors qu'on en est à la phase de préparation. Il y a IMOCA quand même qui a été choisi en maître d'œuvre. Et là, il y a eu des comités, il y a eu des réunions de fait. Oui. Je vous rappelle, quand on est à la phase concours, que le 21 mai, il y aura le choix du candidat final qui préparera,
présentera et nous serons avec ce concours beaucoup plus à même d'être dans un financement et un prévisionnel beaucoup plus ajusté. Je l'entends. Ne me fais pas dire ce que j'ai dit. Non, mais j'ai l'impression que vous ne voulez tout avant que même ça commence. Voilà. Donc, patientez et vous aurez tous les éléments. Si vous voulez ce que je dis juste, c'est que quand le projet a été lancé, le projet était estimé à 2 millions. On a parlé. Oui, mais c'est quand même 2 millions, on passe à 6 millions, c'est pas négligeable. Et tu as dit toi-même que dans le contrat département, la maison de santé va représenter 50%. Donc ça veut dire que ça impose des arbitrages sur d'autres sujets par rapport à ce choix-là. Et si on n'était pas sur... Oui, ça veut dire qu'elle va... En plus de la région... Elle va accaparer pas mal de choses. Oui, bien sûr que la maison de santé est un bon investissement pour la commune. On en a parlé en commission, tu as toi-même dit, oui, c'est un choix, il y a des arbitrages, ce sera forcément au détriment d'autres choix. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Entre un projet, il y a un an qui coûte 2 millions, maintenant il y a 6-7 millions, ça remet en question des choix qui avaient été peut-être faits il y a 6 mois déjà. Oui, mais un projet qui prend la mesure des besoins aussi. Je vous rappelle que quand même, nous étions, lorsque dans le manuel info que tu cites, on était sur une maison de santé à 800 m², qu'on est sur une maison à 1600 m², donc on n'est pas sur les mêmes prix, c'est obligé. Mais le cabinet IMOCA qui travaille à ça, il travaille avec tous les acteurs professionnels de la santé et on est à 25-30 praticiens sur cette maison de santé. Qu'on soit médecin, infirmier, sage-femme, ostéopathe, kiné, etc. Avec une conception du soin. Donc voilà, moi je ne peux pas vous dire plus. De patienter, d'attendre, qu'on en est à la phase concours et que vous pouvez être inquiet, mais je tiens à vous dire que vous serez sûrement rassurés à mesure que nous aurons avancé sur ce projet-là. Voilà. Je ne peux pas donner un bilan chiffré des APCP déjà, un budget total, au moment où on n'a même pas l'esquisse. Donc, entre rien du tout et un petit quelque chose, oui, bon, c'était quand même l'objectif d'une boîte comme IMOCA, ils étaient capables de le faire, ça n'a pas été fait. Voilà. On en a parlé, j'ai posé la question, on n'a pas de réponse. Bon, ben voilà. Après, tous les liens avec les infirmiers, on ne sait pas. Est-ce qu'on reste... non, mais c'est un sujet qui s'intéresse parce que c'est important. Donc je me prononcer là-dessus. Et juste une autre question sur les aspects logements sociaux, on sort de la pénalité, donc c'est très bien. Si ce n'est que ça découle d'un travail qui a été amorcé en 2014-2015. Donc ça prend du temps, les résultats c'est maintenant, on va dire à peu près 10 ans. Qu'est-ce qui est fait maintenant en termes de planification sur les logements sociaux pour éviter qu'on ait de nouveau cette pénalité dans les 4-5 ans? Parce que voilà, là on était dans une démarche où on avait planifié. Quelle est la planification pour éviter de se retrouver dans les 10 ans à retrouver peut-être une pénalité parce qu'on n'a plus la capacité de faire du logement social? Pareil, quelle est la vision à 5-10 ans? Nous avons la vision au niveau des logements sociaux avec l'urbanisme, avec les OAP, avec une modification du PLU numéro 3, avec une planification des logements sociaux sur toutes les OAP. Je rappelle qu'on était d'abord dans une densification en centre-ville avec un PLU, mais ça tu le sais très bien, à 10 OAP, que donc toutes ces OAP ont avancé, chacune a un rythme différent, sauf certaines dont les propriétaires ne souhaitent pas. Donc on a encore 3 OAP qui resteront sûrement comme ça, mais sans aboutissement, en tout cas les autres avancent. Et puis après, il y a une planification et le PLH métropolitain a permis aussi que les communes rendent à ce niveau-là leur anticipation et leur programmation dans les années à venir là-dessus. Voilà. Maintenant, encore faut-il que les investisseurs arrivent, encore faut-il que les règles ne changent pas. On est quand même très exigeant avec 50% de logement social sur chaque OAP. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'on est arrivé à ce résultat de pénalité et de sortie de carence. Voilà. Bon,
Là, les services urbains travaillent à un nouveau contrat de mixité, puisque ça a aussi changé. C'est pour ça qu'à chaque fois, les contrats de mixité maintenant sont signés entre métropole, commune et préfecture. Donc, bon, maintenant, s'ils n'avancent pas, nous, on ne peut pas aller non plus plus vite que la musique là-dessus. Mais oui, tout est... voilà, je tiens à te rassurer là-dessus. C'est planifié parce que les besoins, ils y sont et qu'on a aussi une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut aussi de la commune. Si je pose des questions, c'est parce que je n'ai pas toutes les infos. Donc le seul moyen d'avoir ces infos, c'est d'en parler aujourd'hui. Non, mais c'est là où il faudrait peut-être, suite à des questions, qu'on ait quand même un peu plus devant le jour, parce que l'objectif d'une délénique, c'est de la voter. Et pour faire une unanimité, il faut avoir l'information. Je déplore de ne pas, je ne suis pas le seul, de ne pas avoir toutes les informations pour choisir et voter en toute connaissance de cause. C'est un problème. Tu le sais, mais tu... Ah, mais je comprends. Voilà, on arrive toujours au même point. Voilà. C'est un constat. Je sens mal. J'ai l'impression que M. Boucher fait l'expérience de passer de la majorité à la minorité. Mais c'est le cas d'autres qui n'ont pas été élus majoritairement. Ouais, on est bien en termes de... Mais je vois que la majorité des votes, Ils se comportaient comme ça avant. Non, mais juste, en fur et à mesure, je réfléchissais. Tout à l'heure, on a dit que les recettes fiscales, l'assiette, la taxe sociale, elle a augmenté de 9% en décision de l'État. Mais oui, des projections, des constructions qui se font, parce qu'il y a quand même plein de lotissements, plein de constructions qui se font, et ceux-là aussi vont être soumis à la fiscalité du bâti. Donc on n'anticipe pas les revenus que ça va générer. J'ai l'impression qu'on minore, mais ça on en discutera au budget quand ça sera le budget, on minore les recettes et on surévalue les dépenses pour être sûr qu'à la fin, avec l'exécution, on aura un excédent dont on se flattera pour basculer dans l'investissement de l'avenir. Moi, je vous rassure, M. Sambert, il n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans une notion de prudence. Et on prévoit les recettes toujours minorer, c'est certain, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Vous dites sur les logements, tout ça qui se construisent, il va y avoir des nouvelles taxes de foncières, donc on va toucher, etc. Pour autant, les droits de mutation de l'an dernier, on le verra, hein, au budget, on extrapole un peu, mais on avait prévu combien, Patricia, 500 000, et on n'est pas dans cette réalité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est prudent. Et je crois qu'on dans les droits de mutation, il n'y a que 400 000. Donc c'est toujours important dans un budget de ne pas dire youpi, on va voir toutes ces recettes-là et ça va nous prévoir, d'abord ça peut nous engager à dépenser plus et ça c'est pas bien, et parce qu'on doit être dans cette sobriété, et puis après, au niveau du budget, après, c'est cata quoi. Parce que si on n'a pas l'équilibre, si on n'est pas comme ça dans un autofinancement très positif pour nous engager, derrière, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas. Donc voilà, au niveau préfecture, ça peut aussi alerter, on peut être mis à mal, voilà, on évite tout ça. Mais je vous rassure, on ne minore pas pour faire cocorico lorsqu'on est au budget. On est vraiment prudent et sincère. Bon, est-ce que d'autres questions sur ce débat? Sinon on passe au vote. Je viens à la phrase de conclusion qui est à la fin du rapport. Pour maintenir un service public de qualité et répondre aux enjeux de la transition écologique, toutes les économies doivent être recherchées. Donc cette phrase qui était déjà, et la suite qui était déjà dans le rapport de l'année dernière, était un peu différente. Elle disait pour maintenir un service public de qualité qui aide également les plus faibles. Et donc, je propose qu'on mixe les deux et qu'on garde un peu,
on en garde un peu pour les plus faibles. Donc je propose de modifier la phrase et de dire pour maintenir un service de qualité et répondre aux enjeux de la transition écologique, ça c'est parfait, c'est nouveau et je m'en réjouis, tout en aidant les plus faibles. Voilà, je propose qu'on rajoute la phrase de l'année dernière, tout en aidant les plus faibles, et le reste c'est la même chose, toutes les sources d'économie doivent être recherchées, etc., etc. Je propose cette petite modification. En fait, c'est intégré, M. Platon. Je ne vois pas pourquoi les mots... Enfin, regardez qu'est-ce que nous avons dans cette orientation budgétaire. Nous avons une subvention pour CCAS qui passe de 180 à 225. Déjà ça, c'est qu'on a un axe sur les personnes défavorisées. J'en conviens, mais disons-le, c'est tout. Si c'était pas la vérité, si c'est pas la vérité, je vous proposerais pas de le mettre. Voilà. Donc c'est la réalité, mettons-le, ça y était, je ne vois pas de raison d'enlever. Par contre, rajouter la transition écologique, c'est très bien. Mais voilà, après, d'une année à l'autre, on étale mot par mot sur un rapport d'orientation budgétaire à l'identique. Je pense que l'équité et le souci des personnes défavorisées, on ne ferait pas de logement social et on n'aurait pas ce résultat si on n'était pas là-dessus. On ne mettrait pas l'équilibre de subvention CCAS si on n'était pas là-dessus. Donc le social, d'accord, mais politiquement, c'est plus général que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer la transition au social. Voilà. Et donc ça me paraît important de le dire dans notre commune et que vous le disiez, qu'on le dise tous ensemble. On est d'accord pour changer la phrase. Pour la compléter, disons, pour la compléter. Monsieur Platon est vraiment sur les mots. Ah oui, non, mais c'est important, c'est fondamental pour moi. C'est fondamental. Ouais. Honnêtement, on est d'accord, ça ne change pas grand-chose et je pense qu'on peut tous vous aider. Bon, nous rajouterons ce point, monsieur Platon. Mais sachez que, voilà, on y est. Non, mais je n'en doute pas, il faut la finir. Allez, notre délibération numéro 1. Du coup, on peut conclure sur ce débat d'orientation budgétaire, de prendre acte de la tenue du débat et de voter le rapport d'orientation budgétaire. Donc, on a eu une observation l'année dernière qu'on n'avait pas voté. Donc, qui est contre? Donc, on doit le voter. On doit le voter. On vote juste comme quoi on a eu des débats. Non, contre, pour et abstention. Donc, qui est contre? D'accord. À M. Faro. Qui s'abstient? M. Brochet et M. Platon. Et donc, vote à la majorité. Je vous en remercie. Je vais passer la rapport numéro 2 à Julien Bonimont. Merci. Donc, ce rapport concerne la subvention de la commune aux coopératives des écoles primaires et maternelles pour 2024. Puisque notre politique communale en faveur de l'éducation soutient financièrement les projets scolaires, les sorties scolaires ainsi que les classes transportées. Et donc nous accordons des subventions aux coopératives scolaires sous l'autorité de permanent de l'enseignant, conformément au bulletin officiel de l'Éducation nationale du 19 novembre 1948. Donc le but de ces coopératives scolaires est de développer parmi les élèves l'esprit d'entraide, de solidarité, de resserrer les liens entre les élèves et les parents, de favoriser les activités collectives sur le plan culturel, de prendre soin des locaux scolaires, des rendre agréables, confortables, de pouvoir entretenir la bibliothèque, le matériel scolaire, l'équipement GPS, les appareils numériques de projection multiples,
d'organiser des fêtes, des expositions, des voyages d'études, des séjours, des échanges, et de participer à des activités organisées par la section départementale, par l'Office central de la coopération agricole. Donc la commune doit verser des subventions à la coopérative sur la base de 6 € par enfant, auquel nous ajoutons 100 € par classe. Donc ce qui donne les résultats que vous avez dans le petit tableau dans le rapport. Il s'agit donc de 1054 € pour Espelito, 1024 € pour Julio Curie, 1440 € pour Camille Credel et enfin 2470 € pour la coopérative Frédéric Mistral. Considérant la volonté municipale de maintenir les projets scolaires au sein des établissements scolaires publics de la commune, il convient d'accorder une subvention aux coopératives scolaires des écoles primaires et maternelles. Après avis de la Commission des finances du 29 février 2024, il est proposé aux membres de la commune du conseil municipal d'approuver les subventions aux coopératives scolaires des écoles primaires. D'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches ici nécessaires à l'application de la présente délibération, de dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget 2024. Est-ce qu'il y a des questions sur cette déclaration classique? On a passé chaque année, on a pas changé les critères. S'il n'y a pas de questions, oui, M. Sanger. Ce n'est pas une question sur ça directement, mais je voulais savoir si ce type de dépense est rentré aussi dans l'assiette de calcul pour les dotations qu'on fait à l'école Saint-Michel. Alors là, je vais me tourner vers les techniciennes sur toute la liste de la règle. On est sur des activités périscolaires qui vont dans le sens de la refacturation. Bonne question. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc le vote à l'unanimité. Merci à vous. Je passe la parole à Christian Mondelin pour les subventions de séjour au collège Pauline Durance. Donc, dans le cadre de la politique, la commune soutient foncièrement tous les projets scolaires, sorties et classes transportées. Donc, le collège Pauline Durance a sollicité une subvention pour la commune. Donc, c'est pour 3 voyages à Celles-les-Alpes pour 19 élèves de Malnord, à Strasbourg pour 22 élèves de Malnord, et un en Italie pour 25 élèves de Malnord. Donc la commune verse une subvention de 50 € par élève. Donc le total, ça fait 66 élèves x 50, ça fait 3 300 €. Considérant la volonté municipale de soutenir le projet scolaire au sein de l'établissement scolaire public de la commune, après avis de la commission des finances du 29 février 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la subvention du collège Pauline Durance telle qu'elle est présentée ci-dessus, d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires d'application en présente délibération. Et de dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget 2024. Monsieur Guézineux n'a pas l'autorisation de voter. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ces voyages? Juste pour rappel, 50 € par élève. Nous avons décidé au niveau du CIVU, puisqu'il y a aussi les élèves de Vernègue et d'Alès, d'avoir la même somme, 50 € pour tous les élèves. Donc, en effet, le professeur au collège ne prend pas part au vote. Qui est contre? Oui, pardon, des questions. Proposition. Donc je trouve que 400 € pour un voyage de 3-4 jours, c'est cher pour certaines familles, certainement. Et je ne sais pas si tout le monde peut y participer. Je vais répondre. 400 €, c'est en fait la somme maximum que nous sommes autorisés à demander aux familles, une somme qui a été votée au CA du collège. Non, ce séjour coûte moins. Il est à 361 €. Et nous avons obtenu des subventions tardives, notamment ces 50 € que nous allons obtenir, plus une tombola qui est en cours, plus une subvention que nous avons eue des commerçants Golden Price. Donc nous descendons au-delà de cette somme, bien au-delà, ce qui en fait finalement un prix raisonnable.
Ok. Et ma question, c'est, il y a un quotient familial ou pas? Non, pour le coup, il n'est pas Parce que bon, je trouvais 400 € sans quotient familial, c'était beaucoup. Et donc j'avais proposé de mettre à 100 € par élève, mais s'il y a d'autres ressources, c'est peut-être pas nécessaire à juger. À 400 €, je ne vais pas proposer de voyage. Non, en fait, c'est vrai que cette harmonisation entre Alliance et Vernet aussi permet peut-être, surtout ça, même en regardant 50 €, mais le collège va aller chercher aussi d'autres subventions. Ils ont aussi au niveau du département le PAF, donc voilà, il y a des aides autres. Le PAF ne finance pas tous les voyages, mais il finance au moins. Voilà. Je dis ça parce que dans la délibération, il y a marqué la participation des familles s'élève à 400 € par élève. C'est écrit tel quel. C'est le montant maximum en fait. Oui, on pourrait peut-être ça modifier alors. Non, parce que c'est ce que nous donne le collège. Parce qu'au départ, ils ne savent pas. Donc ils partent sur le montant maximum et après ils diminuent selon les subventions qu'ils ont. Et après ils font ça. On aurait même, on pourrait même pas nous donner ce chiffre. Oui. On n'a pas avoir ce chiffre. Je dis ça parce que ça gêne confusion. Moi, Oui. Non, mais voilà, C'est un chiffre qui est la question est écrite au compte rendu avec des justifications, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc vote à l'unanimité. Merci à vous.